on espère et je me mets à leur place parce qu'en réalité, les Français payent de plus en plus d'impôts et ont de moins en moins de services publics de meilleure qualité. Quand on voit par exemple sur les réseaux d'électricité, il y a toujours des problèmes à chaque fois. Quand on arrive l'hiver, dès qu'il y a de la neige puis du dégel, il y a toujours des problèmes. De la même façon, on a la même chose sur les réseaux d'adduction d'eau. On a énormément de Français qui sont privés parfois d'eau quelques jours, quelques heures. C'est quelque chose qui est tout bonnement insupportable. Et je me mets à la place des Français et on se dit, mais où partent nos impôts? Pourquoi on dépense autant d'argent? Pourquoi on est prélevé autant pour avoir des services publics essentiels, l'électricité et l'eau, qui sont de moins bonne qualité? Et encore une fois, un meurtre antisémite, puisque a priori, ce rabbin n'avait pas de lien avec l'État d'Israël au sens de l'État-nation et du gouvernement israélien. On voit bien que dans le Moyen-Orient, dans une région où Israël fait face à une quinzaine d'États qui lui sont foncièrement hostiles, il n'y a plus la place aujourd'hui pour un juif et notamment une personne en charge du culte juif, d'être en sécurité. Et effectivement, on peut comprendre aujourd'hui la position du gouvernement israélien en ce sens. Magali ? C'est encore une fois... Et les COP, c'est qu'en fait, au niveau mondial, on dit qu'il faut que les pays riches payent la transition écologique des pays pauvres. C'est-à-dire qu'on les finance. Donc là, par exemple, c'est 300 milliards que l'on va donner. En France, sous la pression des écologistes, c'est pour ça que moi, je les qualifie d'escrologistes, on fait l'inverse. C'est-à-dire que ce sont escrologistes. C'est parce qu'on fait, en l'inverse, c'est les pauvres qui payent la transition écologique, puisqu'on va toujours les punir au niveau du carburant, au niveau de l'énergie, au niveau notamment du logement. Et on ne fait pas justement l'inverse. Donc c'est un vrai problème, je pense. Et c'est là où je trouve qu'il y a un désaccord total, dans le point de vue philosophique, de la manière dont pensent les écologistes, la politique environnementale, entre ce qu'ils pensent au niveau mondial et ce qu'ils pensent au niveau national. Audrey, elle est problème existentiel. Ouais. Il n'y a aucun problème existentiel, aucune interrogation. Non, mais parce qu'ils sont soumis à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'ils sont dans le cadre de l'accord global électoral du NFP, qui soumet l'ensemble de la gauche, notamment à ce qu'on appelle la gauche républicaine, à la gauche radicale, incarnée par la France insoumise. Et donc, à partir du moment où ils préfèrent privilégier leur poste à leurs convictions politiques personnelles, et notamment des convictions qui sont profondes, partagées par l'ensemble des Français, effectivement, ils se placent en dehors de toute logique. Mais ce qu'a fait aujourd'hui la France insoumise, c'est un acte qui est, à mon sens, à la fois ignoble et minable. Ignoble parce que, d'une part, on est quand même, il faut rappeler, il y a quelques jours, il y a eu les commémorations pour le 13 novembre. On a commémoré 130 victimes du terrorisme islamiste sur notre sol avec les attentats du Bataclan. Les familles sont encore endeuillées. Rien ne fera ramener à la vie ces victimes-là. Et quelques jours après, effectivement, et c'est là où on parle effectivement, on parlait de stratégie de com', quelques jours après, vous avez un groupe politique qui se permet de déposer ce type de proposition de loi. C'est tout à fait ignoble. Et puis après, le deuxième point, c'est minable parce qu'en fait, en réalité, ce qu'ils cherchent à faire, c'est qu'ils cherchent à utiliser le droit pour se protéger eux-mêmes. Parce qu'en fait, Mathilde Panot, elle a été ciblée, elle a été entendue par la police justement pour des propos qui relevaient de l'apologie de la lutte contre l'apologie contre le terrorisme. De la même façon, Rima Hassan avait été entendue de la même façon. Donc, il y en a assez, ça devient assez insupportable que des gens qui se prétendent justement, vouloir renverser la table, utilisent le système pour se protéger eux-mêmes et donc effectivement veulent mettre en place tous les moyens juridiques et judiciaires pour pouvoir se protéger. C'est quelque chose qui me paraît insupportable et il faut absolument le dénoncer. Et je pense que Bruno Retailleau a raison d'aller en ce sens. Justement, on va écouter. À un moment donné, il faut que Boris Vallaud... Il faut dire les choses. Non, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. La logique qui devrait prévaloir pour Boris Vallaud, ça serait justement de mettre en place un cordon sanitaire avec la France insoumise. Ces gens-là... C'est pas dit. Non, mais exactement. Il ne le dira jamais. Il le dira jamais parce que sinon, il n'est pas élu. Il ne sera pas réélu. Alors, en tout cas, peut-être pas lui. Mais Olivier Faure, par exemple, si vous regardez dans sa circonscription, s'il ne fait pas d'alliance avec LFI, il n'est pas réélu. Donc, à partir d'un moment donné, il y en a marre des gens qui, justement, sont de la gauche républicaine, ont expliqué pendant des années, notamment au parti de droite, de ne pas faire d'alliance, de faire un cordon sanitaire, d'avoir imposé à Jacques Chirac un cordon sanitaire, que eux-mêmes ne se l'appliquent pas. Oui, mais à un moment donné, ils ont pactisé pour faire barrage au RN. Donc aujourd'hui, alors même que de plus en plus de Français considèrent la France insoumise comme étant un plus grand danger pour le pays et pour la République. C'est de l'ensemble des sondages et des enquêtes d'opinion qualitatives qui le démontrent. Lorsque vous faites un second tour entre Marine Le Pen entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, en 2017, c'était Jean-Luc Mélenchon qui remportait ce qu'on appelle le vote utile, le vote barrage contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Donc il faut que les insoumis se posent la question de pourquoi ils en sont arrivés là. C'est parce que justement, ils incarnent pour les Français un plus grand danger pour la République et pour le pays. Allez, on termine avec cette communication de David Lisnard, qui est le maire de Cannes, vous le savez, mais surtout aussi le président des maires de France.
de comment Israël peut assurer sa sécurité. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'Israël fait face à une diversité de menaces comme aucun autre pays n'est confronté aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà d'une part un pays donc Israël, qui est dans une région avec quasiment que des ennemis autour de lui. Je schématise un petit peu, mais vous avez 15 États qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël au Moyen-Orient. C'est quand même quelque chose qui n'existe, c'est une situation qui n'existe nulle part ailleurs. Et puis d'autre part, vous avez une multiplication de zones de conflit où justement les Israéliens, les citoyens donc, de l'État d'Israël, sont menacés. Il y a effectivement d'abord en Cisjordanie, évidemment, en Israël même avec le terrorisme. Et puis vous avez dans un certain nombre de pays arabo-musulmans notamment, où il y a un antisémitisme latent dans la société qui augmente de plus en plus et qui justement effectivement peut mettre en danger de mort les citoyens d'Israël. Et puis vous avez également, dans un dernier point, en Europe, avec la montée de l'antisémitisme dont on a déjà un peu commencé à parler en France, plus 300% d'actes antisémites depuis le 7 octobre, et plus globalement en Europe, avec notamment ce qui s'est passé à Amsterdam ou un peu plus loin Stockholm, vous avez justement les citoyens juifs qui aujourd'hui ne sont plus suffisamment en sécurité. Et donc se pose la question pour les citoyens israéliens ou pour les juifs en Europe ou dans le Moyen-Orient, c'est qu'aujourd'hui, être juif, pour être en sécurité, il n'y a plus que l'État d'Israël. Et donc on peut comprendre après, effectivement, pourquoi le gouvernement israélien souhaite réagir de manière ferme et forte à l'encontre de tous ceux qui menacent les juifs dans le monde. Magali aussi. Oui, moi ce qui me pose problème sur ce sujet, c'est qu'en fait c'est la question de quelle image on veut renvoyer de notre modèle éducatif. Parce que le modèle éducatif dans tous les pays, c'est le socle d'une civilisation. C'est l'image c'est comment vous justement, quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos jeunes générations pour qu'elles puissent prendre le relais des générations passées. Ce qui est quand même à noter depuis notamment les années 80, c'est qu'on a fait de plus en plus rentrer l'idéologie à l'école. D'abord, on a fait rentrer l'idéologie, ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de pédagogie, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a plus de verticalité dans la transmission du savoir et que finalement l'autorité en elle-même est contestable. Et ça donne les dérives aujourd'hui que nous subissons en termes d'insécurité, etc., puisqu'on voit de plus en plus une véritable crise de l'autorité avec des personnes qui sont dépositaires d'autorité publique qui se font agresser. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on a fait de plus en plus rentrer des nouvelles disciplines à l'école, donc notamment effectivement l'éducation sexuelle, les différents sujets liés aux minorités de genre, etc., alors même que ce n'est pas la vocation de l'école d'abriter ce type de mesures. Et donc, vous avez là aujourd'hui un enjeu qui est plutôt un enjeu de civilisation, c'est quelle image vous voulez renvoyer de votre modèle éducatif. Et on ne peut pas se plaindre à tout bout de champ qu'il y a effectivement une baisse de niveau, qu'il y a trop de choses, qu'on enseigne trop de choses à l'école pour nos enfants. On dit beaucoup de gens disent ça, que à l'école, les élèves sont surchargés d'informations. Ils doivent faire du sport, ils doivent faire des maths, du français, de la musique, des arts, etc. Et rajouter encore plus de choses à l'école, notamment aux âges où ça compte le plus. Donc on va, je pense, créer de plus en plus d'inégalités à l'école avec ce type de mesures, me semble-t-il. Ce qu'a dit Bernard, en effet, moi je pense qu'il y a un premier problème, même si, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a des disparités au sein du monde agricole. Si on prend les chiffres du ministère de l'Agriculture d'un point de vue global, un agriculteur gagne environ 1 400 € pour plus de 50 heures de travail, entre 52 et 55 heures de travail. Donc à un moment donné, ça pose la question, effectivement, de la légitimité de cette crise agricole. Et dès lors qu'il y a une légitimité de la crise agricole, et dès lors qu'il y a un appauvrissement, effectivement, dans la profession, les Français le comprennent, parce que les Français vivent la même chose en miroir. C'est-à-dire qu'il y a eu un appauvrissement des Français, notamment depuis 2017. On a un pouvoir d'achat qui s'est contracté en raison de l'inflation notamment, et l'inflation des dépenses contraintes. Et donc les Français comprennent bien le mouvement de la crise agricole. Et donc dès lors qu'il y a un soutien de la part de l'opinion publique, effectivement, vous pouvez en continuer de manifester parce que les gens vous soutiendront. Ensuite, après, effectivement, sur les propos de Bruno Retailleau, je pense que lui cherche à incarner effectivement une sorte de parti de l'ordre parce qu'il est dans son rôle. Mais pour autant, il faut effectivement bien distinguer ce qui peut relever des grèves dites légitimes, des combats qui sont légitimes que porte le monde agricole, par exemple, d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, moi, je prends un exemple en miroir. On va avoir la grève de la SNCF le 11 décembre prochain. Savez-vous que la SNCF est en grève tous les ans depuis 1947. On n'a jamais vu ça dans le monde agricole. Donc à un moment donné, il faut faire aussi un esprit de nuance, distinguer ce qui relève des professionnels de la grève de ceux qui portent une colère légitime. Parce que si vous regardez le salaire moyen des gens à la SNCF, je ne vais pas faire de comparaison, mais si vous regardez le salaire moyen des gens à la SNCF, ils ne sont pas moins bien payés que les agriculteurs et surtout, ils ne travaillent pas autant que les agriculteurs.